Merci de nous rejoindre sur Radio J. Toute l'actualité en Israël, on en parle le lundi matin avec Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Ilana. Et toujours un plaisir de vous retrouver le lundi matin. Alors ce matin, deux gros sujets à aborder. On va d'abord revenir sur cette actualité diplomatique. On en a parlé la semaine dernière, cette visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Paris. Il a rencontré le président français Emmanuel Macron, une rencontre très chaleureuse. Le chef de l'État français qui s'est réjoui que Benjamin Netanyahou ait choisi la France pour effectuer sa première visite en dehors du Proche-Orient depuis sa réélection donc au poste de Premier ministre. Emmanuel Macron qui a justement souligné que ce choix témoignait de la proximité entre les deux pays et les deux peuples. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord, Denis, de cette visite, de cette rencontre entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron ? Je dirais d'abord qu'il y avait un intérêt très net de la part de Benjamin Netanyahou qui, comme vous le savez, avait annoncé que sa première visite en dehors d'Israël serait dans les Émirats, et puis la formation du gouvernement, les bruits qui l'ont accompagné, on y reviendra, ont fait que et puis la visite sur le mont du Temple par le ministre Itamar Ben-Gvir ont fait que ce projet a été enterré, en tout cas remis à plus tard, dans quelques semaines ou dans quelques mois, nous le verrons bien. Il est vrai que Biden n'a pas du tout l'intention d'inviter Netanyahou dans les jours ou les semaines qui viennent, et donc c'était, je dirais, une double aubaine pour la France comme pour Israël. Pour Israël, parce que ça permet à Netanyahou de montrer que voilà, les affaires marchent normalement, le statut diplomatique d'Israël n'est pas affecté, il est invité par une grande puissance qui est quand même présente au Conseil de sécurité, et donc voilà, il peut faire, je dirais, aussi bien que Yair Lapid, et je dis Yair Lapid, chef de l'opposition, parce que comme vous le savez, il entretient avec Emmanuel Macron une amitié assez solide. Eh bien, Netanyahou donc fait la preuve que voilà, un peu plus d'un mois après la formation du gouvernement, il peut être invité en visite officielle en France, et donc pour, on va dire politiquement parlant, pour des raisons, je dirais donc intérieures plus qu'extérieures, c'est gagnant. Pour Emmanuel Macron, je dirais qu'il y a un double intérêt. Le premier, je pense que il lui est apparu que ce n'était pas payé trop cher que de faire sortir Netanyahou de cet isolement diplomatique qui le menacerait, j'emploie le conditionnel, et après tout d'apparaître comme la première destination de Netanyahou en dehors d'Israël. Eh bien, voilà, ça permet de montrer que la France joue encore un rôle diplomatique, y compris au Moyen-Orient, dont on dit un peu toujours que l'Europe et la France en sont un peu exclus. Et puis je crois qu'il y avait un deuxième intérêt pour Macron, et il me paraît même encore plus solide que cet aspect purement symbolique, c'est que dans une période comme celle-là, où on dit clairement, ou en tout cas on laisse entendre, que Netanyahou est en train de modifier sa position dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, je pense que pour un président de la République, plutôt que d'avoir affaire à des rapports qui lui disent voilà, on pense que Netanyahou a changé, il faudrait voir, etc., autant interroger entre quatre yeux, comme on dit, la personne concernée, et savoir exactement qu'est-ce qu'il en est de cette modification, puisqu'on voit bien que Zelensky, l'Ukraine, demande à Israël d'être assisté militairement et pas simplement sur le plan humanitaire. Et puis il y a aussi la question de l'Iran. Aujourd'hui, il faut bien le dire, sur le plan stratégique, la France se rapproche d'Israël, les États-Unis d'ailleurs également, puisqu'on voit bien que l'aboutissement à un nouvel accord n'est plus au programme, compte tenu du refus iranien. Et donc, bien entendu, que dans cette conjoncture-là, la guerre préventive, l'opération préventive que voudrait mener Netanyahou, elle est sur la table. Et je pense que Netanyahou veut autant savoir est-ce que la France, dans une éventualité pareille, soutiendra, même à demi-mot, peut-être pas avant, mais en tout cas après. Et puis de la même manière, je pense qu'Emmanuel Macron veut savoir, là encore une fois, de la part de l'intéressé, celui qui en a fait son dossier principal sur le plan diplomatique et militaire pour le coup, qu'est-ce qu'il entend faire et entendre, voilà. Et là, je pense, de ce point de vue-là, rien ne remplace un dialogue entre les deux leaders. Alors, autre sujet d'actualité, Denis, c'est cette réforme judiciaire en Israël qui déchire toujours autant le pays. Le président de l'État qui appelle aujourd'hui le gouvernement à la suspendre, cette réforme. Yitzhak Herzog qui a dénoncé notamment les comparaisons avec la Shoah sur ce débat, des propos qui interviennent après ceux de l'ancien Premier ministre Ehud Barak également, qui s'en est pris, lui, à ce thème à cause de ses tentatives de médiation. Un ancien pilote de Tsahal a aussi été convoqué par la police pour avoir menacé de mort Benyamin Netanyahou. On voit quand même que la situation est assez explosive. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ?
Alors d'abord, je ferai la transition avec notre précédent thème, à savoir que il y a aujourd'hui dans le journal Haaretz 2 pages pleines avec Philippe Aghion, un conseiller économique d'Emmanuel Macron, pour dire que Macron s'est inquiété, s'est intéressé en tout cas, a voulu en savoir plus sur ces réformes, ce qui montre effectivement que même des affaires intérieures peuvent être traitées entre 2 leaders qui sont censés formellement s'en tenir uniquement aux affaires diplomatiques. Alors effectivement, je parlais d'un climat de guerre civile, je dis bien un climat de guerre civile, c'est-à-dire le ton monte, et c'est vrai qu'il y a des débordements de partout, et là en l'occurrence effectivement de 2 personnalités, alors qui ne sont pas connues du grand public, mais dont les faits d'armes, si j'ose dire, sont importants. L'un est un avocat extrêmement bien vu, bien connu des milieux du droit, et puis le second, c'est non seulement un ancien pilote de l'armée de l'air, mais celui-là même qui a largué la bombe sur l'installation aux Irak en 1981. Donc vous voyez, ce n'est pas rien. Donc il a une grande réputation, voilà, dans l'opinion publique, même si son nom n'était pas particulièrement connu pour des raisons de secret militaire. Mais là, comme il était à la retraite, il a dit, et c'est vrai que il a fait part de menaces de mort, l'avocat lui ayant dit que si le pays versait dans la dictature, il faudrait riposter avec une arme, riposter de manière violente si Israël devient une dictature. Alors, des propos sans doute excessifs, dont il faut dire effectivement 2 choses. La première, c'est que les deux ont aussitôt, enfin après le tollé que cela a suscité, ont aussitôt retiré leurs déclarations, s'en sont excusés, mais ça n'a pas empêché effectivement la police de procéder, de leur demander de se rendre au commissariat pour qu'une enquête soit ouverte compte tenu donc des propos incitant à la haine et à la violence. Voilà. Alors, la question qu'on se pose bien sûr aujourd'hui, c'est est-ce que la police est devenue politique? Est-ce que la police a jamais enquêté Yair Netanyahou qui a tenu des propos aussi violents sur l'opposition? Alors, je dirais également autre chose, et pas pour excuser le caractère violent de ces propos qu'il faut condamner totalement. On a quand même connu ici un Premier ministre, Yitzhak Rabin, qui a été assassiné, donc il faudrait ne pas retourner dans ce qui a été commis une première fois. Et je dirais quand même que cela ne vient pas de l'opposition politique. C'est pas Yair Lapid qui a tenu des propos comme ça, ce n'est pas Benny Gantz qui a tenu des propos comme ça, ce sont 2 personnalités de la vie civile. Alors, est-ce que les partis politiques sont comptables de ce que leurs soutiens ou leurs alliés, etc., j'en suis pas certain, même si, et d'ailleurs, avant même Netanyahou a demandé que Lapid condamne ses propos, Lapid les avait déjà condamnés. Donc c'est très clair qu'il y a un climat de guerre civile. Et l'enjeu actuel, et là c'est pour ça que je dirais que il faut calmer le jeu, et je dirais que Yitzhak Herzog, le président de l'État d'Israël, qui est resté jusqu'à présent dans une position de neutralité, là est quand même monté au créneau pour demander la suspension du processus parlementaire, donc qui examine ce projet de loi, pour dire il faut maintenant un dialogue, il faut mettre en place cette commission à laquelle il a appelé depuis le début, parce que autrement il y a, comment dirais-je, effectivement la crainte que cela débouche, alors non pas sur une guerre civile, mais quelque chose qui deviendrait beaucoup plus violent, avec notamment, parce que ça on en a beaucoup parlé ces derniers jours, les conséquences diplomatiques, économiques. Une réforme comme celle-là ne concerne pas seulement la nature du régime démocratique d'Israël, elle concerne le statut d'Israël dans la région et dans le monde, et à cet égard, il faut procéder avec beaucoup plus de prudence, d'où l'appel de Herzog, qui était le premier pour dire il faut interrompre le processus, l'arrêter aussitôt et commencer à discuter, à dialoguer, et pas uniquement dans l'enceinte de la Knesset, parce que voilà, il faut donner un gage à cette opposition qui, encore une fois, ne le fait pas. C'est pas une contestation du résultat des élections. Il faut dire les choses une bonne fois. Personne ne conteste que Netanyahou a gagné et que sa coalition a obtenu un vote de confiance. C'est sur des projets particuliers. Je dirais, c'est sur ce qu'on critique également. C'est pas simplement le contenu des lois, c'est également le rythme avec lequel on voudrait les soutenir, alors qu'il s'agit de choses voilà, qui transformeraient, qui changeraient la nature de la démocratie d'Israël. Eh bien, merci beaucoup, Denis, pour toutes ces précisions. On continuera bien sûr à développer ces sujets avec vous le lundi matin. Je vous dis donc à la semaine prochaine sur Radio J, Denis.